Bienvenue dans un nouvel épisode de notre podcast Parlons de votre mental. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une conversation inspirante avec un invité exceptionnel, Nessim Hachechi, qui est alpiniste passionné et avec nous pour partager son parcours et son projet ambitieux d'escalader l'Everest. Nessim, merci d'être ici avec nous et on est actuellement en Algérie, à Alger. Exactement. Donc, bonsoir à tous. Bonsoir Sébastien. Et encore une fois, merci de m'avoir accueilli dans ce podcast où j'imagine on va parler beaucoup de mental et de préparation mentale. Et je pense que c'est la base de toute chose qu'on fait dans ce monde. Donc, je serai très heureux d'échanger avec toi sur ce sujet. Exactement, on va parler, le podcast parle beaucoup de la dimension du mental qui est une dimension importante dans dans la réalisation de n'importe quel objectif. Je suis vraiment ravi de pouvoir t'accueillir du coup sur l'émission, sur le podcast, pour parler aussi de ta passion, l'alpinisme. Donc Ouais. vraiment inspirant. Là, tu m'as envoyé ton PDF et on va revenir un petit peu dessus, quoi. Je veux dire où enfin, voilà, t'es un passionné par l'alpinisme. C'est Ouais. hyper inspirant et euh, et du coup, bah voilà, c'est super, enfin voilà, c'est super chouette de pouvoir t'accueillir. Donc, avant de plonger dans le détail de ton projet et de la préparation mentale, est-ce que tu pourrais brièvement te présenter et nous parler un peu de ton parcours aussi en tant qu'alpiniste? Alors, petite présentation. Donc, c'est Nassim Hachaichi, 35 ans. Je viens de les faire d'ailleurs. Ben, Euh, joyeux anniversaire. merci. À la base, bon, j'ai eu une carrière, je continue à l'avoir dans tout ce qui est un petit peu management. J'ai un ingénieur en statistique à la base, j'ai un doctorat en management et actuellement, je m'occupe des ressources humaines dans une grande entreprise publique algérienne. Donc ça, c'est pour le côté professionnel et académique. Maintenant, pour la passion que j'ai, l'alpinisme, si jamais je devais dire d'où elle me vient, bah, je citerai deux événements, ou bien deux réalités. La première, c'est qu'une grande partie de ma famille est originaire des montagnes de Kabylie, qu'on appelle le Durdura. Le Durdura, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une chaîne de montagnes qui est située entre la bande côtière méditerranéenne et la limite des hauts plateaux dans le nord de l'Algérie, le nord-est de l'Algérie. C'est une chaîne de montagnes qui culmine à peu près 2400 mètres. D'accord? Et qui présente des caractéristiques plutôt alpines. C'est-à-dire qu'on a des roches, des dénivelés, de la faune et la flore qui pourraient laisser faire penser à ce qu'on trouve dans les Alpes françaises ou les Alpes suisses ou les Alpes italiennes. Donc, quand j'étais petit, on allait souvent en vacances dans les pentes du Durdura et j'étais avec mon grand-père, que Dieu ait son âme, ça fait maintenant 30 ans qu'il est plus de ce monde, et il me montrait comment un petit peu marcher en montagne, comment se débrouiller dans la forêt. Il m'a initié un peu à l'amour de la montagne et de la nature en général. Bon, quand je suis rentré un petit peu dans la vie active et tout, je me suis éloigné un petit peu des montagnes. Et c'est un événement que je qualifierais de malheureux qui m'a remis un petit peu dans ce bain. En fait, quand j'avais à peu près 20-21 ans, je faisais du kickboxing au niveau amateur et la veille de mon départ en compétition, j'ai eu une méchante blessure au dos. Ce fut un coup de rude pour le mental. Puisqu'on parle de mental, donc ça permet un petit peu de commencer à parler de cet aspect qui, dans mon interview, en tout cas, je le mettrai souvent en avant. Donc j'ai une blessure au dos. Je suis obligé de faire 3 mois de rééducation lourde. Je pense que les personnes qui nous suivent ici, qui ont déjà eu ce genre de problème, savent de quoi je parle. Et à l'époque, les médecins me disaient, si vous voulez guérir, il faut marcher. Marcher 5, 10, 15 kilomètres. Ce que j'ai commencé à faire. Et naturellement, quel est le meilleur endroit pour marcher? C'est bien la nature et donc les montagnes. C'est ainsi que je suis revenu vers l'âge donc de 21-22 ans, vers les montagnes dans lesquelles je m'étais épanoui quand j'étais petit. J'ai commencé tout d'abord par des montagnes de 1200-1500 mètres. Ce sont des montagnes qui entourent Alger qu'on appelle Chérera. Chérera, c'est une station climatique qui est située à 30 kilomètres d'Alger. Je faisais souvent des randonnées là-bas, presque chaque semaine. Donc chaque week-end, nous allions à Chérera et je marchais 5, 10, 15, peut-être des fois, parfois même 20 kilomètres. Petit à petit, je gagnais en altitude. Et au bout de 6 mois, je suis revenu dans les montagnes du Durdura. Cette fois-ci, pas pour marcher sur les bases, mais pour conquérir les sommets. Et c'est à ce moment-là que la fièvre des sommets s'est vraiment
ancré en moi. On est à peu près vers 2014-2015. Je commence à me dire, tous ces sommets-là qui, quand j'étais petit, me fascinaient, me faisaient un peu peur, je dois les conquérir. Pourquoi je dois les conquérir? Déjà, pour me prouver à moi que physiquement, je suis toujours capable. J'étais quand même à un âge à peu près 24-25 ans. La blessure au dos avait porté un coup à mon mental. On se disait, bon, on va plus être comme avant, on va être diminué physiquement et tout. J'avais besoin de conquérir des sommets pour que mon corps sente qu'il est encore au top physique. Donc ça, c'est le premier aspect. Le deuxième aspect, c'était symbolique de conquérir le toit de cette région qui est importante pour moi, qui est la Kabylie. Donc, vers 2014, 2015 jusqu'à 2016, j'ai conquis la plupart des plus hauts sommets du Durdura, chose que j'ai terminée en 2016 avec mon ascension du Lalardija. Le Lalardija, c'est le point culminant du Durdura, qui culmine à plus de 2300 mètres. Une fois que j'ai fini ce challenge, je commence à être vraiment happé par la fièvre des sommets. Dans l'alpinisme, on dit que chaque montagne nous fait oublier la précédente. C'est-à-dire qu'on veut toujours aller plus haut. Et là, je me suis dit, il faut qu'en Algérie, je gravisse d'autres montagnes encore plus hautes. Sachant que dans notre pays, il y a principalement 4 chaînes de montagnes qui dépassent les 2000 mètres. Il y a le Durdura, on vient d'en parler. Il y a les Aurès qui sont situés vers l'est, entre l'est du pays et la frontière tunisienne, qui culminent à aussi 2000, presque 2400 mètres. Il y a les monts du Hammour, qui sont dans l'ouest du pays, vers la frontière marocaine, qui sont à 2000 mètres. Et il y a le Hogar, le fameux Hogar qui culmine à 3000 mètres et qui comporte le point culminant d'Alger. Donc, à partir de 2017, je m'investis dans la conquête des Aurès et du Djebel Hammour. Bon, en 2018-2019, j'ai passé mon service militaire en Algérie, c'est obligatoire. Sans rentrer dans l'un détail, cette période aussi était très importante pour moi sur l'aspect mental, parce que ceux qui ont déjà fait l'armée, ceux qui ont vécu un petit peu le contexte militaire, savent que l'armée c'est une école. Dans l'armée, on renforce son physique, mais on renforce surtout son mental. Avec les privations, la discipline, on est obligé tout le temps de faire des efforts, tout le temps d'en baver, quoi. Donc ça renforce énormément le mental. Je sors de mon service militaire en 2019 et là, patatras le Covid. On arrive donc en 2020. Malgré le contexte du Covid, j'ai presque jamais coupé totalement avec la nature. Donc j'allais encore en forêt et en montagne. La fin 2020, début 2021, je m'envole pour le Sahara et je conquiers les plus hauts sommets d'Algérie au Hogar. Le 5 février 2021, je plantais mon drapeau sur le point culminant d'Algérie qui est le mont Arad à 3000 mètres d'altitude. Là, j'avais fait le tour de l'Algérie. 300 000 kilomètres, c'est pas rien. C'est l'équivalent de 10 ou 15 pays européens. Donc j'avais fait le tour. Là, je me dis, je dois encore monter plus haut. Et pour monter plus haut, il fallait pour moi sortir à l'international. Au début, je voulais aller au Maroc pour faire le mont Toubkal. Le mont Toubkal, c'est le point culminant d'Afrique du Nord. Il culmine à 4120 mètres. Malheureusement, durant cette période, il y a eu donc quelques petits problèmes diplomatiques entre l'Algérie et le Maroc. Donc, c'était très difficile d'aller au Maroc et de faire cette ascension. Immédiatement, je pense à faire le point culminant du continent africain, l'un des 7 sommets mondiaux qui s'appelle le Kilimandjaro. Le Kilimandjaro, c'est ma première grande ascension. Et c'est une ascension que je n'oublierai jamais. Parce que déjà, aller en Tanzanie, c'était la première fois que j'allais aussi loin de chez moi. Moi, à la base, à l'étranger, j'étais venu en France. En 2015, j'étais parti en Tunisie. Donc, c'était le voisinage immédiat de l'Algérie. J'étais jamais parti aussi loin, au cœur de l'Afrique noire. Je salue d'ailleurs tous les gens qui viennent d'Afrique subsaharienne. Donc, je m'envole pour la Tanzanie début 2022. C'est un dépaysement total pour moi. Les gens sont extraordinaires. La douceur de vivre africaine, alliée à une certaine joie de vivre, m'enchante immédiatement. Voilà. Commence l'ascension. Il faut savoir que le Kilimandjaro, il y a à peu près une vingtaine de routes où on fait entre 6 et 10 jours pour faire l'ascension. Pourquoi on met tout seul? Déjà parce que l'altitude, 5800 mètres, est quand même extrêmement élevée. Donc il faut laisser le temps à l'organisme de s'acclimater avec la hausse de l'altitude. Deuxièmement, il faut prendre le temps de physiquement pouvoir absorber la difficulté d'une telle ascension. Donc, la route la plus rapide fait 5 jours, la route la plus longue fait entre 10 et 11 jours. Moi, j'ai pris la route la plus rapide. Et au bout de 6 jours,
où je suis passé par différents niveaux, puisque le Kilimandjaro il est à peu près comme ça. En bas, on a la forêt équatoriale. Il faut une journée et demie pour la traverser. Je vous laisse imaginer qu'est-ce que c'est que marcher dans la jungle. Ensuite, c'est la forêt de haute altitude. C'est le royaume du brouillard, des hautes herbes. Ensuite, c'est l'étage un petit peu des petites herbes, c'est les prairies. Avec le vent, on commence à sentir le vent et le froid, combien même on est dans l'équateur. Ensuite, c'est l'étage désertique, à peu près à 4000 mètres d'altitude. 4000 mètres d'altitude, c'est le royaume du vent, de la glace, de la neige et de la sécheresse. À partir de 4000 mètres d'altitude, on ressent les effets de l'altitude. C'est quoi? Tout d'abord, une difficulté à respirer, un mal de tête. On veut pas manger beaucoup. On a du mal à dormir. Et on se sent un petit peu perdu. Donc, arrivé à 4000 mètres, je ressens quand même les contre-coups de l'altitude, malgré que je m'étais bien préparé en Algérie. Et dans la nuit du sommet, on démarre à 2 heures du matin et on s'élance vers le toit. Il faut à peu près 6 heures de marche, par une température de moins 20 degrés, par une épaisseur de glace de presque 2 mètres. Donc on marche prudemment, chaque pas est une torture, chaque pas et on se sent vraiment qu'on va mourir, quoi, qu'on va y laisser sa peau, parce que c'est une sensation où les poumons sont aplatis, le cœur est comme aussi aplati, il est complètement déformé, et surtout, on sent qu'on est vraiment dans les vagues, surtout la première fois. Donc la marche est laborieuse, difficile. Vers 7 heures du matin, j'arrive en vue du sommet, et là il y a un spectacle dont je n'ai pas les mots pour décrire la beauté, c'est le lever de soleil à presque 5500 mètres d'altitude. Un lever de soleil, comme peut-être je n'en verrai plus dans ma vie, je sais pas. Imaginez-vous dans un avion, sans la carlingue, donc imaginez-vous en train de voler et regardez le soleil se lever. C'est extraordinaire. Ce spectacle-là me redonne un petit peu de l'âme, me redonne de l'énergie. Au bout de 7 heures à peu près, j'arrive au sommet et là, c'est un mélange entre le soulagement, la joie, la reconnaissance et la fatigue, bien sûr. Tout ça vient en même temps. On se sent bien au sommet, on se sent planer, au sens propre comme au sens figuré, et on a envie que ce moment dure éternellement. Donc je plante le drapeau algérien. C'était pour moi très important puisque je suis sur le point culminant du continent qui m'a vu naître. Et à ce moment-là, je suis au-dessus d'un demi-milliard d'Africains. Donc c'est un moment quand même très particulier. Je reste à peu près une demi-heure au sommet, on prend des photos, on discute avec les alpinistes qui avaient comme moi réussi à faire le sommet, et on redescend. Et voilà comment s'achève ma première grande ascension. Alors, si je continue, après le Kilimandjaro, j'ai jeté mon dévolu sur le Merabik. Le Merabik, c'est une montagne qu'on qualifie de petit frère de l'Everest. Pourquoi? Parce qu'elle est située déjà en Népal, juste en face de la plus haute montagne du monde. Elle fait 6500 mètres. Il faut savoir que avant, aucun Algérien n'avait atteint un sommet de l'Himalaya si on accepte le cas de Nadir Dendoul. Je ne sais pas si tu connais Sébastien Nadir Dendoul. Non, je connais pas. Nadir Dendoul, c'est un gars du 93 de Paris, d'origine algérienne, qui s'était mis au défi de faire l'Everest en 2008, alors qu'il n'avait aucune expérience dans l'alpinisme. Aucune. Eh ben, il l'a fait. Et ils ont même fait un film qui s'appelle L'Ascension, avec Ahmed Silla, l'acteur, pour raconter cette histoire. Donc, j'étais un des premiers Algériens à aller défier un sommet de l'Himalaya. Il faut savoir qu'en Algérie, l'alpinisme n'en est qu'à ses balbutiements. Donc, j'étais pionnier, en fait. Et je connaissais rien à l'Himalaya, en fait. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai échangé avec des alpinistes de toute région, les pays voisins, des alpinistes européens, américains, qui m'ont donné un petit peu les clés pour bien me préparer, pour choisir une bonne agence, et pour, si vous voulez, réussir son ascension sans trop de dégâts. Parce qu'on va le voir après, faire une ascension, ça peut parfois laisser des traces sur l'organisme. On est là en septembre 2022, je m'envole vers le Népal. Il faut savoir qu'il n'y a pas de vol direct entre Alger et Katmandou, la capitale du Népal. On est obligé de passer par les pays du Golfe, Doha, en l'occurrence, la capitale du Qatar. Donc c'est un vol de presque 13 heures, quand même. C'est fatigant pour l'organisme. Et je m'éloigne encore plus. Je suis à presque 9000 km de l'Algérie. J'arrive à Katmandou. Le Népal, c'est un pays extrême. C'est tout autre chose par rapport à la Tanzanie.
C'est un mélange entre l'Inde, la Chine, la haute montagne, le Tibet. C'est des senteurs, des bruits, c'est des gens qui sont dans un tout autre monde. Peu parlent l'anglais, donc c'est vraiment difficile de communiquer avec les gens. Et surtout, l'architecture est juste extraordinaire. On a l'impression d'être dans un dessin animé de Tintin, en fait. Voilà. Donc j'arrive au Népal, je prends connaissance avec la région et je m'envole pour l'Himalaya en passant par l'aéroport le plus dangereux du monde, qu'on appelle l'aéroport de Lukla. J'invite ceux qui nous suivent à aller sur YouTube et écrire aéroport de Lukla, l'aéroport le plus dangereux du monde. Pourquoi il est le plus dangereux du monde? Déjà, il est situé à 2800 mètres d'altitude entre deux immenses montagnes, balayées par les courants d'air, par le brouillard. Les avions qui nous y emmènent, ce sont des petits avions, mais c'est cela. Ils sont soumis au vent, à la pluie, aux turbulences. Le vol est terrifiant. Malgré qu'il dure 45 minutes, on a l'impression qu'il dure une éternité. Tellement on a peur que l'avion s'écrase. L'atterrissage sur le Kla est violent. L'avion se frotte contre la piste et il faut vraiment attacher sa ceinture. Là, le pilote mérite vraiment ses applaudissements. J'arrive à Lukla. Et Lukla, c'est un petit village sur les pentes de l'Himalaya. Magnifique d'ailleurs. Un mélange entre le style asiatique, le style irlandais. Ils ont bien construit un petit peu cette ville. Et le lendemain, je commence mon ascension du Mela. Tout d'abord, on passe par l'incroyable, la terrible forêt himalayenne. Pendant 5 jours, on a marché dans la forêt himalayenne. La pluie ne s'arrête jamais là-bas. Le terrain est boueux, accidenté, des pierres, des éboulements, des glissements de terrain, des animaux, des sangsues, des abeilles géantes, des serpents. Donc, je dois vraiment faire appel à toutes mes ressources mentales pour passer le stade de la forêt himalayenne. Au bout de 5 jours, donc je sors de la forêt et j'arrive dans les hautes altitudes à plus de 4500 mètres. Pour la première fois de ma vie, je découvre d'énormes glaciers. J'assiste à une avalanche. C'est quand même une chose que j'avais jamais vue, parce qu'en Algérie, il n'y a pas assez de neige pour avoir des avalanches, très peu en tout cas. Et j'ai vraiment pris conscience que la montagne, l'Himalaya, c'est pas de la rigole. Alors, la haute altitude, on y passe entre 4 et 5 jours. La marche est pénible, comme au Kilimandjaro. L'altitude fait de l'effet. Sauf que cette fois-ci, j'étais mieux préparé puisque mon corps connaissait déjà les effets de l'altitude. Au bout de 9 jours, j'arrive au pied du sommet. Et là commence la vraie ascension. Ce qu'on peut voir, par exemple, dans les vidéos YouTube. Je mets mes crampons, je mets un petit peu les harnais, et nous commençons l'escalade mètre par mètre. Le camp de base est à 5000 mètres. Donc du camp de base, nous montons au camp d'altitude à 5800 mètres. Il y a 3 mètres de neige entre les 5000 et les 5800. Chaque fois que je marche, mon pied rentre dans la neige. Et je suis obligé de faire un double effort pour enlever mon pied et marcher à nouveau. Et je fais comme ça pendant des kilomètres et des kilomètres. C'est épuisant pour l'organisme. Ton corps te dit d'abandonner. Ton mental te dit, écoute, tu n'as pas fait tout ça pour abandonner maintenant. Tu n'as pas fait 9000 kilomètres avec toutes les difficultés. Après, on va en parler pour abandonner maintenant. Donc là, j'ai vraiment senti l'impact du mental sur le physique. Je me suis déplacé peut-être plus que jamais auparavant dans ma vie. J'arrive au camp de base, plutôt au camp d'altitude à 5800 mètres. Le sommet est en face de moi. J'assiste encore une fois à une avalanche. Le son est terrifiant. Il fait très vite nuit. Je rentre dans ma tente. Noir et total. Dans la nuit, j'entends le craquement des glaciers. Et je ne savais même pas si ce craquement nous était destiné ou était plus loin. Donc on attendait la mort à chaque minute en fait. Et à 3 heures du matin, le guide me réveille. Il me dit, let's go for ascension. C'est parti. Le D-Day est arrivé. Chaque pas est une torture. Vous imaginez à presque 6000 mètres d'altitude. La neige est toujours aussi épaisse. Il fait froid. Il fait encore nuit. Je marche entre des crevasses. Sans le Sherpa, je serais tombé dans une de ces crevasses et on ne m'aurait jamais retrouvé. La marche cette fois-ci dure plus de 10 heures. 10 longues heures pour atteindre le sommet. Au bout de 10 heures, je suis complètement rétamé. Je n'arrive plus à avancer. Le guide me dit d'abandonner, je lui dis non, hors de question, j'irai même sur une seule jambe. Le guide finit par continuer et donc sachant qu'on a démarré à 3 heures du matin, vers 12h30, on arrive en vue du sommet, je fais un dernier effort
J'arrive sur le sommet et je me laisse complètement tomber. Je tombe en fait. Et je suis là allongé. J'arrive pas à y croire au début que ça est fini. Le guide me dit, fais vite, plante ton drapeau, faisons les photos et descendons, il y a une tempête qui arrive. Et moi, j'écoutais même pas ce qu'il me disait en fait. Tellement j'étais sur un nuage, au sens propre comme au sens figuré, parce que j'étais au-dessus des nuages. Je me tourne sur la gauche et là, je vois l'Everest, le rêve de tout alpiniste. Je pousse un cri de joie. Je remercie Dieu, parce que moi, je suis croyant. Je remercie ma famille, mes amis, tous ceux qui ont cru en moi. Je plaque le drapeau de mon pays. Je fais des photos avec le guide, je le remercie. Et je passe 5 minutes prostré comme un ermite à juste regarder, contempler. Et puis je redescends. C'est là que se termine mon aventure dans l'Himalaya. J'enchaîne sur la suite ou bien tu veux me poser des questions entre-temps? Bah écoute, voilà, quand je fais le podcast, j'aime bien faire un petit portrait chinois. Tu sais, ça permet souvent de découvrir un peu les invités. Alors du coup, tu nous as super bien. Je suis captivé par tout ce que tu Ouais. tout ce que tu racontes depuis tout à l'heure. En plus, c'est comment dire, j'ai l'impression que tu le revis en nous le transmettant. Donc c'est super. Enfin, je suis tout oui depuis tout à l'heure. C'est hyper. C'est enfin voilà, tu nous partages ta passion pour l'alpinisme et c'est vraiment inspirant. Et si t'es ok, on va le faire ce petit portrait chinois parce que du coup, et puis après on continuera après sur tes Ok. autres ascensions. Si tu devais choisir une montagne, laquelle tu choisirais et pourquoi? Si je devais choisir une montagne, ben, je dirais l'Everest, tout simplement parce que c'est le toit du monde. Parce que, tu sais, Sébastien, il y a une chose très importante. Nous, en tant qu'Algériens, on a toujours été très liés aux montagnes. Dans notre hymne national, plusieurs couplets rendent hommage à nos montagnes. Puisque pour l'Algérien, la montagne, c'est un refuge. Avant la colonisation française, durant l'époque ottomane, durant l'époque aussi ottomane, il y avait souvent des guerres sur la côte. Avec l'Espagne, avec le Portugal, avec l'Italie, les Génois, les Vénitiens et tout, et tout. Et les Algériens, quand ils étaient menacés, ils montaient sur les montagnes. Donc, cette dimension-là est très importante. Et pour moi, planter le drapeau algérien sur la plus haute montagne du monde, c'est faire le lien avec cette histoire, c'est faire le lien avec ce qu'on est en tant qu'Algérien. Donc ma réponse est, si je devais choisir une montagne, c'est l'Everest. Ok. Et puis en plus, c'est ton prochain challenge. Voilà. Si tu étais à un moment de ton parcours d'alpiniste, quel parcours tu choisirais et qui représente ta détermination? C'est quand j'ai gravi le plus haut volcan du monde, Nevado Cerros del Salado, presque 7000 mètres au Chili. Parce qu'il faut savoir que déjà moi, en tant qu'Algérien, pour avoir le visa du Chili, c'était un parcours du combattant. J'avais perdu beaucoup de temps dans les démarches administratives. J'ai eu le visa au dernier moment avant la clôture de la saison pour l'escalade. Donc j'étais pas vraiment préparé physiquement. Lors de cette ascension, j'avais souffert énormément. Et plus que dans le Kilimandjaro, plus qu'en Érabie. Et j'ai vraiment dû faire appel à mes tripes pour l'escalader. Donc, euh, c'est un moment quand même qui m'a permis de me retrouver avec moi-même et surtout, j'ai pu toucher un petit peu cette énergie interne qu'on a tous. J'ai pu la sentir, j'ai pu être en symbiose avec elle. J'étais dans un état de transe en fait. C'est pour ça que je choisis ce moment-là. Ok. Si tu devais être un outil essentiel pour l'escalade, lequel serais-tu? Un outil, je dirais une corde, parce que la corde soutient plein de monde. Et moi, je suis quelqu'un qui aime soutenir les gens. Je suis quelqu'un qui, quand je vois quelqu'un en difficulté, je peux pas faire comme s'il était pas là. J'essaie. Attention, ça veut pas dire que je suis Superman, loin de là. Mais j'essaie de l'aider. Donc, je dirais encore. Si tu devais choisir une citation qui résume ton état d'esprit en tant qu'alpiniste, laquelle tu choisirais? No retreat, no surrender. Pas de retraite, pas de, comment dirais-je, de capitulation. Pourquoi celle-là? Parce que, c'est peut-être aussi un défaut chez moi, mais je n'aime pas perdre, je n'aime pas rebrousser chemin. J'ai horreur de ça. Ok, Parce bon, que ça c'est j'estime enfin. dans la vie, ouais, Oui, du coup, ça fait appel à ta détermination en fait. Toujours aller de l'avant. toujours, toujours, toujours. Parce que tu sais, la vie est courte en fait. Et surtout la période de la jeunesse où on est en pleine possession de ses moyens physiques. D'accord? Et je me dis que si je me mets à reculer, peut-être que je ne me relèverai jamais. Donc, je n'aime pas reculer, j'ai horreur de ça.
Et donc, no retreat, no sir. Ok. Du coup, moi, j'avais cherché un petit peu qu'est-ce qui pouvait se rapprocher un petit peu comme citation et j'en avais trouvé une qui était sympa. C'est le sommet n'est pas seulement une destination, mais c'est aussi un état d'esprit. Ça te correspond un petit peu aussi. Oui. En fait, à chacun son Everest. Tu sais, euh, pour moi, c'est un sommet physique, mais pour d'autres, c'est par exemple sortir d'une dépendance, sortir d'un cercle vicieux. Des fois, la vie nous enferme dans un cercle vicieux. Donc, sortir de ce cercle, c'est aussi graver un sommet. C'est réaliser son rêve, ouvrir son entreprise, faire des choses. Donc, le sommet, ça peut être au sens propre comme au sens figuré. Il faut le voir dans un sens large. Ok. Bon, ben c'était pour faire un petit portrait chinois. Du coup, tu voulais continuer sur une autre ascension Oui, que tu j'en as. ai parlé tout à l'heure, c'est celle du Nevado Cerros de Salado, au Chili. C'était l'année dernière, mars 2023, déjà une année. Et avant, moi, je voulais faire la Concagua à la base. La Concagua, c'est le plus haut sommet du continent américain, donc Amérique du Nord, Amérique du Sud, qui fait à peu près 7000 mètres. Comme le Nevados. Bon, le Nevados, c'est juste en dessous. J'avais sponsor. Faut savoir que les deux premières ascensions à l'étranger, je les avais faites sans sponsor, sur mes propres fonds. Donc là, j'avais un sponsor. Je m'étais bien préparé. J'avais le matériel, j'avais tout. Il me manquait juste le visa. Faut savoir que l'Amérique latine impose des conditions drastiques aux Algériens et aux Nord-Africains en général pour avoir un visa. Après, c'est long, il faut attendre, il faut faire une demande, il faut expliquer, il faut justifier. C'est dur physiquement et moralement parce que bon, on se sent un peu discriminé. Déjà, moi, quand je suis rentré à l'ambassade, ils m'ont regardé avec des yeux genre, qu'est-ce que tu viens faire chez nous? Bon, après, je te dis, hein. Et malgré que j'avais toutes les pièces justificatives, on m'a refusé le visa. Donc ça m'avait impacté. Parce que déjà, je n'aime pas perdre. Et surtout, là, c'est pas, je me suis confronté à la montagne, j'ai pas pu, ok. Non, c'est qu'administrativement, on me laissait pas. Pour les raisons bidons qui n'avaient aucun sens. Sachant que j'avais des amis qui viennent d'Europe, des États-Unis, on devait tous rencontrer là-bas. Eux, ils n'avaient même pas besoin de visa. Eux, ils avaient juste acheté leur billet. Moi, j'étais en train, pendant des jours et des jours, de faire la queue à l'ambassade, de ramener un tas de papiers. À chaque fois, il fallait leur ramener des papiers en plus. Je devais gérer tout ça, plus ma préparation, plus plein d'autres choses. Donc, j'avais vraiment la rage. Mais comme je suis quelqu'un qui n'abandonne pas, je me suis dit, ok, j'ai pas eu le numéro 1 en Amérique, je vais avoir le numéro 2. C'est le Nevado Cerros de Salado, le plus haut volcan du monde et le deuxième plus haut sommet du continent américain. Donc, il est situé au Chili. Et le Chili aussi, c'est très difficile d'avoir le visa. J'avais perdu énormément de temps, encore une fois. Tout ça avait impacté ma préparation physique. Malgré on me donne le visa le dernier jour de la saison d'escalade, puisque la saison d'escalade au Chili se termine le 11 mars. On m'avait donné le visa le 10. Dès que j'ai mon visa, je cours acheter un billet, c'était Air France, et je m'envole pour un vol de 20 heures, 15 000 km d'Alger, à l'autre bout du monde. Le Chili, curieusement, Santiago, on dirait qu'on est un peu à Alger. Il y a des immeubles un peu haussmanniens. Il y a une certaine bonhomie méditerranéenne. Les gens sont cool, sont souriants, aiment le foot. Le climat est méditerranéen. Donc je m'étais senti bien à Santiago. La vérité, c'est peut-être un des pays dans lequel je m'étais plus senti bien. Et je m'envole pour le sommet qui se situe en plein dans le désert d'Atacama. Le désert d'Atacama, c'est le désert le plus sec du monde. Et quand je dis sec, ça veut pas dire qu'il est pas froid. Il est extrêmement froid. C'est un froid qui vous dessèche la peau, qui vous dessèche les narines, les lèvres. Donc j'arrive dans le désert d'Atacama, je suis avec mon guide, c'était un franco-chilien, et ce guide-là, contrairement au guide de la Tanzanie et au guide du Népal, ils sont pas dans une démarche d'accompagnement, non. Ils sont dans une démarche où marche ou crève. C'est-à-dire qu'ils ont leur rythme, tu suis, tant mieux, tu suis pas, tu vas te faire le bas-côté. Donc j'avais vraiment beaucoup de mal avec lui, vraiment. Et au bout de 5-6 jours, il commençait à me dire, ah, toi, sachant ton niveau physique, tu vas certainement pas y arriver. Je lui ai dit, écoute, ne sous-estime pas un Algérien, surtout que ça fait depuis 3 mois que je prépare juste le fait d'être ici. Je lui ai dit, tu vas voir. Donc, on commence l'ascension entre les sables du désert d'Atacama et les glaciers des hautes montagnes. Donc, c'est un décor quand même qui est extraordinaire. Imaginez dans la même zone, du sable en bas, du glacier en haut. Je souffre. Chaque pas, je suis là, j'halète, je suis vraiment écrasé.
Et le vent est toujours de sens contraire. Je vous ai dit, c'est un vent qui te dessèche la peau, qui te dessèche tout ton corps. Donc on marche encore et encore. On arrive au pied du sommet. Et la dernière étape, mes gants sont déchirés et mes crampons ne veulent pas bien s'accrocher. Donc le guide me dit, c'est bon, tu peux plus avancer. Tu dois abandonner. Je lui redis, écoute, je n'ai pas fait tout ça pour abandonner. Je vais réparer tout ça. Heureusement que dans le refuge, le dernier refuge avant le sommet, il y avait une petite caisse à outils. Et donc, effectivement, je répare ma lampe et je répare mes crampons et je parviens à coudre un peu mon gant. J'avais appris à coudre dans l'armée. Ça m'avait servi pour recoudre mon gant. Comme dans l'Himalaya, on a démarré à 2 heures du matin. La marche a duré 10 heures. Là aussi, je suis au bout du rouleau. Et à 11 heures, nous arrivons au sommet. Et ironie du sort, ce sommet est juste sur la frontière Chilo-Argentine. Je fais un pied de nez en Argentine, je me dis, je rentre quand même en Argentine. Vous qui n'avez pas me donné le visa, je suis rentré quand même. C'est ce que je fais. Donc je suis sur le sommet, je plante le drapeau comme d'habitude. C'est magnifique, c'est une sensation extraordinaire. C'est tout ce que j'ai dit, mais en plus, sachant tout ce que j'ai souffert pour arriver là. Et je te dis, attends-moi 5 minutes, je vais mettre un pied en Argentine et je reviens. Chose que j'ai faite. Donc, je suis quand même parti en Argentine sans visa. Voilà. Quand je redescends, je passe encore 3 jours au Chili. C'était des journées, mais vraiment magnifiques. J'ai quitté le Chili avec un pincement au cœur là, parce que je m'étais plu. Il y a des pays comme ça où on se sent bien. J'avais fait que des belles rencontres. J'avais eu que de bonnes personnes avec moi. Et c'est avec le cœur lourd que j'ai pris l'avion, que j'ai repris l'avion pour... Donc ça, on est en mars 2020. Entre-temps, donc là, on est en avril, mais je me dis, ok, il est temps de penser au Mont Blanc, le fameux Mont Blanc, un culminant de l'Europe de l'Ouest. Et surtout, c'est une bonne préparation pour ce qui va suivre. Là aussi, problème de visa. Il faut savoir que l'année dernière, les ambassades européennes n'ont accordé que très très peu de rendez-vous pour le visa. Donc, et ça coûtait extrêmement cher. Juste le rendez-vous, hein. Sans parler des frais de dossier, juste le rendez-vous de visa. Moi, par principe, j'ai refusé de payer une certaine somme pour avoir un rendez-vous. Par principe. J'estime que je n'ai pas à payer pour avoir un rendez-vous, alors que dans la réglementation, c'est censé être gratuit. D'ailleurs, ils le disent dans le site des ambassades et dans le site des prestataires qui font le traitement de la demande de visa. Donc, j'ai refusé de payer. Et donc, je n'ai pas pu avoir de visa. Encore une ascension qui tombe à l'eau à cause d'un visa. Je n'abandonne pas. Et je me dis, bon, là, il me faut un pays sans visa. Ou bien avec un visa qui est très facile, visa électronique. Je jette mon dévolu sur l'Inde. Dans l'Inde, en Inde plutôt, toute la partie nord est collée à l'Himalaya. Donc il y a une partie de l'Himalaya qui est située en Inde. Il y a un sommet dans le Ladakh, dans le nord de l'Inde, entre le Cachemire et le Népal. Donc là, il y a le Népal. Là, il y a la pointe, là, du continent indien. Là, il y a le Pakistan et le Cachemire. Donc le Ladakh, c'est sur la pointe nord de l'Inde. Il y a un sommet qui s'appelle le Kangyaze. Ce sommet-là est unique puisqu'il a 2 têtes, en fait. Une à 6200, une à 6500. Et c'est un sommet très technique. Donc je me dis, c'est encore une préparation encore meilleure que le Mont Blanc pour ce qui va venir. Donc je fais mon visa pour l'Inde. Heureusement, je l'ai au bout de 5 jours. On est en été. Et en août, 31 août, je m'envole pour l'Inde. Quand j'arrive à New Delhi, je me rappelle un peu de Katmandou, mais en 10 fois plus grand. Dans New Delhi, il y a presque autant d'habitants que dans toute l'Algérie. Il y a 35 millions d'habitants à New Delhi. En Algérie, il y a 45 000. Je te laisse imaginer le monde qu'il y a. New Delhi, c'est une ville, on dire, incroyable, extraordinaire, où on peut être aussi bien dans un quartier d'affaires avec des gratte-ciels, et puis faire 3 pas se retrouver comme le film, là, Slumdog Millionnaire. Donc le contraste est saisissant. Donc je passe 2 jours à New Delhi. Je goûte tous les plats de street food. Je vais au temple, je visite les palais, tout ce qu'ont fait les Moghols. Et je m'envole pour le Ladakh. Quand j'arrive au Ladakh, la première
sensation que j'ai, c'est de me dire, waouh, ça ressemble vachement à nos hauts plateaux. Et oui, que ce soit en termes de paysage, en termes d'arbres, en termes de climat, ça ressemble beaucoup au plateau algérien. Donc je me dis, waouh, j'ai fait tout ça pour revenir dans mes chers hauts plateaux. Donc au Ladakh, c'est sec, contrairement au Népal. Le Népal, c'est très arrosé, mais le Ladakh, c'est sec. Il y a moins d'oxygène, donc l'ascension est encore plus difficile. Cette fois-ci, je suis avec une équipe de 15 personnes, dont la majorité sont des Indiens. Donc je fais l'ascension avec une équipe indienne. Je suis le seul Algérien incrusté au beau milieu d'une équipe indienne, sachant que ces Indiens-là n'avaient encore jamais entendu parler de l'Algérie. Donc c'était vraiment une expérience incroyable, originale, de me retrouver avec des gens pour la première fois, le seul Algérien incrusté dans une équipe d'Indiens qui n'avaient que très peu entendu parler de mon pays. Donc c'était l'occasion pour faire connaître mon pays, sa culture, son histoire, et de leur dire que, vous voyez, dans votre propre région, un Algérien d'Alger est venu jusque-là pour planter le drapeau de son pays. Donc on fait l'ascension, le premier sommet, le 6200. Je me débrouille bien, parce que je suis très bien préparé, je suis parmi un des meilleurs. J'arrive en 3e position dans le groupe. On fait des photos et tout, c'était convivial, c'était bien. Puis, la majorité du groupe décide de ne pas faire le premier sommet qui est le plus difficile, qui est à 6500. On n'est que 4 à le faire. Je retrouve les mêmes sensations que j'avais retrouvées dans l'Himalaya népalais, c'est-à-dire fatigue, dépassement de soi, altitude, froid, crevasses, les avalanches, la neige qui fait 3 mètres, 4 mètres, les montagnes de glace. Donc tout ça, je le retrouve. Mais là, j'étais mieux aguerri parce que j'avais déjà vécu une chose pareille. Donc, au bout de 5 jours encore, donc entre le premier sommet, le Kangadzé à 6200, et le deuxième sommet, on a passé 5 jours à plus de 5000 mètres d'altitude. Au bout de 5 jours, j'arrive au premier sommet du Kangadzé, le 6500. C'était très difficile techniquement. Physiquement, autant que je n'ai rapide. Techniquement, la pente était comme ça. Il a fallu utiliser ce qu'on appelle le piolets et les crampons. Il fallait faire vraiment attention à chaque pas. Malgré qu'on est avec une corde, mais sachant qu'on est dans une cordée, c'est une corde qui fixe plusieurs alpinistes. Donc on n'a vraiment pas le droit à l'erreur. J'arrive au sommet, non sans mal bien sûr. Et là, le guide qui était avec moi me fait une tape sur les épaules, me dit bravo, maintenant tu es prêt pour l'Everest. Là, ça fait tilt dans ma tête. Qu'un guide de ce niveau-là, parce que les guides, que ce soit en Inde ou au Népal ou dans l'Himalaya, quand tu es bon, ils te disent tu es bon, quand tu n'es pas bon, ils te disent tu n'es pas bon. Ils font pas, bon, ils te le disent avec le sourire. Mais c'est pas des gens qui vont te mentir. Donc le fait qu'un guide me dise ça, tout d'un coup, je me dis, oh, l'Everest. Why not? Voilà, donc c'était mon modeste parcours jusqu'au jour d'aujourd'hui. Entre-temps, bon, avant de parler de ce qui vient, faut savoir que moi, le plus souvent, j'essaie de sortir en montagne, de faire des petits sommets, de me maintenir en condition physique, parce que c'est extrêmement important. Donc voilà un petit peu mon modeste parcours. Ah bah écoute, c'est un super parcours et je te remercie parce que du coup, tu m'as fait un peu voyager avec toi en même temps. C'était super agréable. Bah justement, en fait, on va en parler de ta préparation. Comment tu te prépares mentalement et physiquement pour tes ascensions? Et voilà, comment tu vas te préparer du coup pour l'Everest? La préparation, bon, je commence par le physique, puisque c'est le plus simple, contrairement à ce que beaucoup peuvent penser. Il faut déjà faire tous les jours de l'exercice physique. Déjà, moi, je suis quelqu'un qui utilise très peu la voiture à la base. Je marche pour maintenir toujours mon corps dans la situation du marcheur. Deuxièmement, je me suis fait un programme où, quand je suis pas dans la salle, je suis dehors. Donc, je vais courir. Quand je suis ni dans la salle ni dehors, je fais des exercices de renforcement à la maison. Quand je fais ni l'un ni l'autre, je vais en montagne pour marcher dans la montagne et me préparer. Donc, la préparation physique doit inclure un éventail d'exercices qui vont travailler aussi bien le cardio, donc la capacité du cœur, que la résistance, que l'endurance. Plus, il faut sortir régulièrement en montagne pour habituer les poumons à un air qui est moins chargé en oxygène que dans la plaine. Donc, tout ça, c'est la préparation physique, bien sûr, à côté d'une alimentation, bon,
Moi, Sébastien, je suis pas le fanatique des régimes et tout qui va calculer les calories tous les jours, qui va te faire bouillir des légumes. Non. Je fais pas de folie. Je grignote très peu. Je prends très peu de boissons, de trucs et tout. Mais, dans les repas, de temps en temps, j'aime bien me faire plaisir. Je fais pas de folie. J'essaie d'éviter le gras. J'essaie d'éviter les plats, transformés et tout. Ce qui m'empêche pas de temps en temps de le faire, surtout quand je suis avec des amis et tout. Donc, il faut avoir une bonne alimentation. Il faut avoir une bonne hygiène de vie. Certains vous diront, il faut respecter halal et tout. Moi, je suis pas trop de ces gens-là. Moi, je dis que on peut se faire plaisir de temps en temps. Il faut juste que la dépense calorique, l'apport calorique, parce que tout est une question de différence. Et il faut diminuer tous les produits industriels et la nourriture transformée. Je vais pas dire ne jamais en prendre. Moi, de temps en temps, j'aime bien prendre un petit chocolat, un petit sandwich comme ça avec un petit peu sauce algérienne. J'aime bien de temps en temps. Mais il faut juste ne pas abuser. Donc ça, c'est la préparation physique. La préparation mentale, c'est de se dire pourquoi je fais ça. Quel but je veux faire en gravissant ces sommets. Est-ce que je veux juste faire des photos, avoir des followers, avoir des compliments? Ou bien est-ce que je veux être le pionnier dans une discipline qui n'est pas encore bien développée dans mon pays et être un exemple pour les jeunes et exporter le soft power de mon pays à l'international. Une fois qu'on a choisi, il faut être focus, il faut se fixer sur l'objectif et travailler sur cet objectif et accepter les difficultés qui sont inhérentes. Parce que il y a un proverbe, bon, je sais pas si on le dit en France, mais ici qui dit celui qui veut du miel doit supporter un piqûre des abeilles. Donc c'est un proverbe qui fait partie de notre sagesse algérienne. Donc ça veut dire tout simplement que si tu veux arriver à quelque chose, donc il faut accepter la souffrance. Il faut se dire que cette souffrance-là, après, sera des larmes de bonheur. Donc les larmes de peine qu'on a à l'entraînement seront des larmes de bonheur sur le sommet. Et c'est ça pour moi la préparation mentale. C'est en quelque sorte de manipuler son cerveau toujours en lui faisant admettre cette réalité. En lui faisant admettre, si tu veux sortir de ta routine, si tu veux faire des choses que d'autres n'ont pas fait, eh ben, il faudra en baver plus que les autres. Voilà, tout simple. Ouais, c'est ça. Et en tout cas, je comprends bien que du coup, il y a les deux aspects, donc le physique et le mental, plus l'alimentation. Donc du coup, c'est des choses qui sont importantes. Comment tu maintiens une attitude mentale positive lors des moments difficiles en montagne? Parce que du coup, tout n'est pas toujours tout rose, donc il y a ces moments-là, comment tu les gères? Déjà, je me rappelle de tout ce que j'ai enduré pour venir ici, pour venir sur cette montagne. Déjà ça. Je me rappelle aussi, je me dis, il y a ma famille qui me suit. Il y a mes amis, mon entourage. Il y a des jeunes dans mon quartier. Je me dis, si jamais je rebrousse chemin, de quoi aurais-je l'air? Non, j'ai pas le droit de rebrousser chemin. Donc à chaque fois que je suis dans un moment difficile, je me remémore tout ça. Et cela me permet de me donner un second, voire un troisième, voire un quatrième souffle. C'est-à-dire qu'au moment où l'organisme en batterie faible, on va rebooster cet organisme, rebooster le physique à travers une décharge mentale. Et cette décharge mentale, comme je t'ai dit, c'est toujours se rappeler de ces choses. Est-ce qu'il y a des stratégies pour surmonter les éventuelles peurs ou l'éventuelle anxiété qu'on peut avoir pendant l'ascension? Moi, déjà, à la base, Sébastien, comme je t'ai dit, je suis un croyant. Bon, la religion impacte une grande partie de ma vie. Je me dis, quel que soit X, je suis entre les mains de Dieu. Et c'est le destin qui va décider, déjà, si je vais arriver au sommet ou pas. Si je vais vivre ou mourir. Donc cet aspect-là, moi, déjà, permet de me rassurer un peu, permet d'enlever cette angoisse. Attention, ça veut pas dire que je vais dire, c'est bon, je compte sur Dieu, il va me protéger. Non, 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 non. Je travaille pour. Je prends les précautions nécessaires. Je fais en sorte d'arriver au sommet. Mais, je me dis que, dans tout ça, je vais vers mon destin. Et, nous, les musulmans, on a une croyance intrinsèque qui dit que, dans la plupart des cas, bon, c'est pas une règle générale, mais c'est une tendance, quand on travaille dur pour quelque chose, quand on en bave, eh ben Dieu nous récompensera, il nous donnera ce qu'on veut avoir. Et s'il nous donne pas,
c'est qu'il a vu que cette chose-là allait nous causer plus de tort que de bien. Je donne un exemple. Admettons que moi, je veux être une célébrité. Je travaille pour. Et puis à un moment donné, j'y arrive pas. Je me dis, si j'avais été une célébrité, peut-être que j'aurais eu plus de problèmes. J'aurais eu les paparazzi, j'aurais eu la pression des gens, j'aurais peut-être dévié, parce que des fois la célébrité, ça rend les gens fous, hein. Donc je me dis que Dieu a voulu m'éviter ce monde-là, pour me contenter de ce que j'ai. Donc, cette personne qui fait que, moi, tu sais, je suis pas trop anxieux, en fait. Même quand je le suis, je le montre pas. Peut-être aussi que mon éducation, moi, faut savoir que je suis un enfant de la guerre civile en Algérie. Et la guerre civile, Sébastien, je te laisse imaginer. Imagine chaque jour des Bataclan. Imagine, juste imagine. Et ben, c'était comme ça pendant au moins 4-5 ans. Entre 94 et 98, tous les jours, il y avait 100 morts. Moi, j'habite dans un quartier populaire. Quand j'étais petit, tous les jours, on entendait les balles. Tous les jours, on voyait des gens se faire tuer. Des voisins. Il y avait des bombardements. C'était, comment dirais-je? Je pense que ça m'a inhibé un peu pour enlever une certaine angoisse. Attention, je dis pas que je suis un superman, que j'ai jamais peur. Non, non. La peur est indispensable. Mais, les expériences de la vie font que, au bout d'un moment, on arrive à la juguler, à la contrôler et surtout à en faire une force. Puisque, pour moi, ce qui fait la différence, c'est de rendre cette peur, ce stress, une force et non une inhibition. Et c'est ce jeu-là qui va permettre de réaliser des choses qui sortent de l'ordre. Ouais, je comprends. Du coup, tu disais tout à l'heure que il fallait être hyper concentré, surtout quand tu étais dans la cordée, parce que une erreur, bah, elle peut être, elle peut te coûter la vie. Comment, est-ce que tu as des rituels ou des habitudes mentales que tu as du coup développées pour être focus pendant ces périodes, de ces longues périodes d'ascension? Moi, je suis quelqu'un qui développe des fois une attitude mentale qui peut paraître paradoxale. Quand je dois faire quelque chose qui est stressant, qui est dangereux, je me prépare, je planifie, je fais tout ce qui est nécessaire pour minimiser le danger. Puis quand j'ai fait tout ça, ce que je fais, c'est que je prends de la distance avec cet événement-là. Moi, il m'est arrivé, avant d'aller voir les ascensions, de regarder par exemple des vidéos sur YouTube, bon, quand j'ai la connexion, souvent j'en ai pas, sur d'autres sujets totalement différents, pour pouvoir lire un peu mon mental et ne pas trop laisser se focaliser sur les dangers. Après, quand je suis dans l'action, généralement, quand on est dans l'action, on ne pense pas trop au moment délicat. On est juste dans l'action, on doit faire la chose. Généralement, c'est soit avant, soit après. Je sais pas si tu as déjà interviewé des militaires qui ont fait des actions de combat et tout. Quand j'ai côtoyé ces gens durant mon service militaire, ils me disent, quand je suis dans un accrochage armé, j'ai pas peur. Je pense pas, en fait. Je pense à rien. Je suis juste comme un automate. C'est avant et après. Donc moi, dans l'athéisme, j'ai ressenti la même chose. Quand je suis dans un moment délicat, j'ai rarement peur. Par contre, après, quand je reviens dans ma tente, quand je reviens au camp de base, là, je me dis, waouh, c'était chaud cette fois-ci. Donc voilà, c'est comme ça que je fonctionne. Après, je dis pas que c'est la bonne chose à faire ou pas. Ça dépend de chacun, en fait. Chacun, comment est-ce qu'il peut dompter son mental et dompter son énergie interne. Quel rôle joue la confiance en soi dans les expéditions en montagne? Et toi, comment tu l'as développée? Quand j'étais adolescent, j'avais peu de confiance en moi, en fait. J'étais quelqu'un qui faisait pas de sport, qui était grassouillet. Et quand je suis arrivé à l'âge adulte, je me suis dit, toutes ces années d'adolescence, il faut que j'en prenne une revanche. Plus jamais je mettrai en doute ma confiance en moi. Plus jamais. Donc c'était un leitmotiv qui a fait toute ma vie d'adulte. Ce qui fait que j'ai pu développer cette confiance en soi comme une revanche à prendre sur une partie de ma vie. Et pour répondre directement à ta question, Sébastien, sans confiance en soi, on ne peut pas faire de l'alpinisme. Puisque déjà, pour gravir un sommet, il faut être conscient et il faut être confiant qu'on peut le faire. Sinon, bah, on reste dans une vie banale, une vie de routine, et puis on attend que le temps passe. Comment tu fais pour parce que du coup, je ressens quand tu me parles en fait toute la motivation et la passion que tu peux avoir pour
toutes les ascensions que tu fais et puis le fait de porter le drapeau algérien et de le planter à chaque sommet, donc ça, je trouve ça fabuleux. Comment tu fais pour maintenir cette motivation sur le long terme? Très bonne question. C'est quand on prend de l'âge, on a plus de responsabilités avec le travail, la famille, pour ceux qui ont des enfants, les enfants et tout. C'est vraiment, vraiment compliqué de maintenir cette flamme. Moi, quand j'y arrive, enfin, un temps soit peu, c'est de me dire que j'ai un certain nombre d'objectifs à faire. Comme je les ai lointains, je n'ai pas fait tout ce chemin-là pour abandonner maintenant. C'est comme ça que je me dis, c'est comme ça que je parviens à maintenir cette flamme. J'ai pas fait tout ça. J'ai pas, comment dirais-je, j'ai pas sacrifié tout ce temps-là, tout cet argent, parce que ça coûte cher. J'ai pas mis toute cette énergie pour dire, allez, ça y est, j'en ai vu suffisamment. Je retourne à ma vie banale. Comme je dis tout à l'heure, je passe le temps, en attendant la retraite, en attendant de mourir. Donc, c'est ça qui me permet de maintenir la flamme. Et surtout, de maintenir, Est-ce que tu as eu des moments de découragement? ça arrive de temps en temps, mais c'est, comment te lâche? Pas trop, en fait. Et quand Parce ça que tu arrive, sais, comment tu le surmontes quand ça arrive? je fais un tour en mer, j'y pense plus, je prends un bon thé algérien avec de la menthe et un peu de gingembre, juste pour avoir un peu le goût acidulé. Je laisse mon esprit se dissiper dans l'océan, dans la mer plutôt, on n'a pas d'océan en Algérie. Et généralement, ça finit par passer. Est-ce que tu as des enseignements finalement que tu as tirés de toutes tes expériences en montagne et comment tu les appliques dans les autres aspects de ta vie? Premier enseignement, ne jamais dire jamais. Je vais pas dire tout est possible, je vais dire beaucoup de choses sont possibles du moment qu'on y croit et du moment qu'on y met les moyens plus. Donc ça, bon, je le savais avant, mais je l'ai vraiment senti en montagne et je l'utilise effectivement dans tous les aspects de ma vie, que ce soit ma vie professionnelle, ma vie privée, ma vie spirituelle, tout en fait. Ce que j'aime dans l'alpinisme, ce que j'aime dans l'ascension des montagnes, c'est que c'est un résumé de la vie en fait. Pourquoi? Parce que, tu sais, c'est vrai, dans l'alpinisme, c'est des moments. Et des moments où on est bien. Par exemple, quand on est en bas, on discute le soir comme ça et tout, c'est des moments bien. Après, quand on est sur la pointe, on est fatigué. Après, le soir et tout, quand on mange, c'est bien. Donc, c'est des hauts et des bas en fait. Et le sommet, c'est quoi? C'est un accomplissement. Donc pour moi, c'est un résumé de la vie. La vie, c'est comme ça. Des fois, on est bien, des fois, on n'est pas bien. Et on aspire tous à arriver au sommet de la pyramide de Maslow, c'est-à-dire l'accomplissement. Tout ça, je le retrouve dans l'alpinisme. Et c'est pourquoi j'aime ça. Tout ça. Ouais, je comprends. Comment tu gères l'équilibre entre la prise de risque calculée et ta sécurité lors des ascensions? C'est une question que je me posais. Je vais te faire une confidence. Pour faire des hautes ascensions, faut être un petit peu fou. Ça veut dire fou. C'est-à-dire ne pas vraiment être rationnel. Ce que je fais moi, c'est que déjà, je vais toujours avec des gens très expérimentés. Toujours. Surtout quand je vais à l'étranger. Je ne vais jamais tout seul. Il faut savoir que dans l'alpinisme, il y a deux styles principaux. Il y a le style alpin et le style himalayen. Le style alpin, c'est le fait d'aller tout seul gravir les sommets. C'est-à-dire que c'est nous qui faisons l'installation des cordes, c'est nous qui avons la logistique, on fait pratiquement tout. Et le style Himalaya, c'est le fait de partir avec des agences, avec un guide, des porteurs, etc., etc. Les gens qui sont vraiment pros dans l'alpinisme te diront, moi, le style Himalaya, on triche un peu. Le vrai style, c'est le style alpin. C'est l'alpinisme pur. Moi, je dirais, dans l'état où je suis, sachant qu'en Algérie, on est en balbutiement de l'alpinisme, le style Himalaya il m'est largement suffisant. Donc, je vais pas prendre des risques comme ceux que prennent les gens du style alpin. Il faut savoir que la majorité des décès en montagne, ce sont des gens du style alpin. Donc, je ne vais pas prendre des risques qui sont insensés, inconsidérés. Mais je me dis toujours, le risque zéro n'existait pas. Et je dois accepter ces risques. Sinon, comme j'ai dit tout à l'heure, je reste confortablement devant ma télé, devant dans ma voiture, en train de prendre un grec et de siroter une bonne limonade. Il faut accepter
sur risque. Le côté spirituel m'aide beaucoup, puisque je prie Dieu, je lui demande de m'épargner. Donc, il y a un aspect strictement rationnel, vérifier son matériel, prendre des précautions, être prêt physiquement et tout. Il y a l'aspect un peu spirituel, s'en remettre à Dieu, s'en remettre au destin. Par exemple, je vais te faire une confidence aussi. Dans la religion musulmane, on dit que si tu veux faire éloigner les malheurs, donne aux autres. Donc avant de partir en expédition, souvent, je donne aux autres pour éloigner les malheurs. Et surtout, pour que ma démarche ne soit pas uniquement une démarche sportive. Quand je vais dans l'Himalaya, il faut que d'autres personnes en bénéficient. Et si c'est les pauvres et les démunis, pourquoi? Du coup, quand tu vas dans tes ascensions, tu t'amènes des choses à donner, c'est ça? Ok. Bon, on arrive sur la fin de cette interview. Pour la clôturer, est-ce que tu aurais un message ou un conseil que tu aimerais partager avec les auditeurs et les auditrices qui nous écoutent et qui aspirent à se dépasser et atteindre leur propre sommet? Déjà, j'ai un message. Moi, le premier, il est plus terre à terre. Actuellement, j'essaie de me préparer pour l'Everest, comme je t'ai dit tout à l'heure. Il me reste quelques jours. J'ai pas encore fait classant, mais comme je t'ai dit, je n'abandonne jamais, j'y croirai jusqu'à la dernière minute. Donc, tous ceux qui peuvent m'aider, je sais pas si tu peux mettre le lien de mon compte Instagram. Donc, vous allez trouver le lien de la cagnotte Litchi sur mon compte Instagram. Donc, tous ceux qui peuvent m'aider, ne serait-ce que pour faire partie un peu de ces grandes aventures. Je leur serai éternellement reconnaissant. Je continue à me battre pour avoir un sponsor, pour avoir des fonds et tout. Ça aussi, c'est extrêmement compliqué. Donc, les gars, si vous avez une entreprise et que vous voulez sponsoriser, je suis là, je vous garantis que je donnerai le meilleur de moi-même. Si vous voulez donner dans ma cagnotte, je vous en serai éternellement reconnaissant. Et en me donnant à moi, vous participez à une aventure humaine et vous participez à écrire une page de l'alpinisme. Donc vous allez grandir par vous-même en faisant ça. Donc ça, c'est le premier message. Le deuxième message, je m'adresse à tous ceux qui sont dans une situation difficile. Et ceux qui ont perdu espoir. Qui n'ont plus envie de se battre. Quand il y a de la vie, il y a de l'espoir. Vous avez une force qui est là. Qui est insoupçonnable. Vous allez me dire, oui, mais j'ai déjà vécu des moments difficiles et tout. On ne sait pas vraiment de quoi notre cœur est capable. Jusqu'au moment où on est soumis aux plus grandes difficultés. Donc, croyez en votre force interne. Croyez que cette force interne peut résoudre beaucoup de vos problèmes. Et surtout, ayez de l'espoir. Cette vie-là, c'est un cadeau. Tant qu'elle n'est pas encore finie, tant que l'arbitre a sifflé la fin de partie, battez-vous. Et je suis sûr que vous allez rebondir. Merci beaucoup, Nessim, pour cette belle interview. Et bien évidemment, écoute, je repartagerai ton compte Instagram, ton lien Litchi, et j'espère que, en tout cas, tu réuniras la somme pour pouvoir faire cette nouvelle ascension sur le mont Everest. Inch'Allah.